crache ton venin. C'est dire tout, parce que tout le monde pense tout bas. Comment elle était, Nathalie Tomasini, à l'adolescence? À l'adolescence, j'étais une grande amoureuse, on va Alors dire. raconte. Euh, j'étais un peu comme mes clientes finalement. Fleur bleue? Je croyais au prince charmant. D'accord. Voilà. C'est pour ça que je les comprends tellement. Ouais. Parce que on est nourri au conte du prince charmant. Et surtout à mon époque, aujourd'hui, c'est un petit peu évolué. Ça change. Les héroïnes des dessins Elles se animés rebellent. de Les Pocahontas, Walt c'est tout Disney, ça. Elles se rebellent. exactement. Elles se rebellent. Et puis elles ont souvent maintenant le premier rôle. Et c'est un rôle fort. Non, moi j'ai quand même été nourrie à Cendrillon, à La Belle au Bois dormant, avec le prince qui réveille et qui finalement donne vie à La Belle au Bois dormant. Et c'est pas du tout ça Donc la vie. à l'adolescence, ça t'a rendu fleur bleue. Oui, Est-ce que tu as eu des grosses peines de cœur? bien sûr. Ouais. Bien sûr. Bah, Comme toute jeune fille fleur bleue, très amoureuse, qui croit aux contes de fées, à l'amour qui dure toujours, forcément, on a des convenus. Donc, un grand cœur. Hein, et finalement, c'est vrai qu'avec les déconvenus et avec la vie réelle et non pas la vie rêvée, on devient petit à petit la Nathalie Tomasini d'aujourd'hui. ça t'a rendu finalement un peu plus dure avec le temps Bien sûr, envers les hommes, bien sûr. plus méfiante. Plus méfiante, je dirais même radicale. Ah, c'est bien de le dire. Radical. Alors, tu disais que tu t'es dirigée finalement grâce au conseil de ta mère. Oui, Tu as privilégié les études. tout à fait. Et donc, comment ça s'est passé? Tu t'es dirigée, tu as fait du droit. Oui. Alors, raconte-nous un peu ce parcours. Quand tu arrives, Tout simplement, oui, je me suis inscrite en faculté de droit à l'université de Grenoble, puisque j'ai fait ma maîtrise de droit à l'époque à Grenoble. D'accord. À l'issue de cette maîtrise de droit, j'ai souhaité devenir journaliste. C'est vrai. Absolument. Et donc, je suis partie à Paris et j'ai commencé à faire un stage au magazine Elle à l'époque. Et j'étais également inscrite en maîtrise de sciences politiques à Assas et en DEA. C'était sur tous les fronts. Et en DEA de droit privé. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a motivé à faire tout ça en fait? Qu'est-ce qui t'a motivé à changer de trajectoire au tout début? Non, j'ai pas vraiment changé de trajectoire parce que avant effectivement de choisir l'avocature, Oui. Le journalisme m'intéressait. Qu'est-ce qui te plaisait dans le journalisme? Ce qui m'intéressait, c'est le fait de pouvoir côtoyer chaque acteur de la société civile, chaque acteur de renom qui avait un rôle à jouer dans la société politique et la société civile. Donc de les côtoyer et de les comprendre et de les interroger, je trouvais ça passionnant. Donc j'ai souhaité, dans un premier temps, être journaliste. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ça me sert, puisque je suis toujours en lien également avec des journalistes. Ah, t'as maintenu le contact. Oui, forcément. Bah, j'ai maintenu, tu y es resté combien de temps? Pas très longtemps, Oui. puisque j'ai travaillé au magazine Elle et ensuite à Radio Monte Carlo, D'accord. qui était rue Magellan à l'époque. Donc j'ai dû y rester à peu près 1 an, mais j'étais stagiaire. J'ai vraiment débuté. Il était question d'ailleurs, vous voyez, tu vois, Ouais, tu vois que c'est pas grave. ça remonte à pas mal de temps, puisque à l'époque, j'avais été pressentie également pour aller travailler à la 5. La 5, Et c'était pourquoi la chaîne pourquoi ça s'est pas fait? Parce que finalement, justement, j'ai rencontré un amoureux qui n'a pas souhaité que sa future femme... Qui t'a fait changer de trajectoire. Voilà, et qui trouvait que le métier d'avocat, finalement, c'est était
plus sécurisant pour lui, parce que c'est vrai que quand je travaillais à Radio Monte Carlo, je faisais des permanences nocturnes. Puis on rencontre plus de monde. Et il y avait une majorité d'hommes. Donc déjà, l'emprise... Oui, il n'avait pas vraiment confiance en lui. Non, l'emprise avait déjà commencé dans ma propre vie sentimentale. Donc je l'ai connue, cette emprise. Ouais. Et cette force qui psychiquement vous empêche finalement de choisir votre voie. Est-ce que tu t'en es voulu par la suite d'avoir... Non. Non. Tu t'es dit c'était le chemin à prendre. Je pense que c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure en off. Je pense que la vie est pas si mal faite et que finalement ce qu'on considère de négatif, des événements dramatiques, négatifs qui ont jalonné notre vie, si on arrive avec notre force et notre volonté, si on y arrive, tout le monde n'y arrive pas, mais il faut s'efforcer de le faire, c'est de transformer cette négativité en positivité. En positivité. Et je crois que si on y arrive, finalement, c'est la bonne trajectoire qui va s'imposer à nous. Et c'est le sens de notre destin. Dis-moi, tu es resté longtemps en couple avec cette personne? Pas très longtemps. Ah, en plus. Pas très longtemps, puisqu'effectivement, on apprend qu'il ne faut jamais rien sacrifier. Oui. Parce que la vie, finalement, la sienne, on n'en a qu'une. Alors que les partenaires qui... ça va, ça vient. J'osais pas le dire. Moi, je le dis, je crache. Mais c'est un peu ça. Ouais, ça va, ça vient. C'est un peu ça. Donc après, donc tu as continué dans le droit. Tu t'es dit, bon, maintenant, tant pis, je vais au bout. Voilà, j'ai passé le barreau. J'ai passé le barreau et je suis devenue avocate. Oui. Et du coup, tu as enchaîné tout de suite? Oui, j'ai donc prêté serment. Oui. Et par la suite, en revanche, j'ai commencé à travailler dans un cabinet qui était spécialisé en droit immobilier. Moi-même, j'étais spécialisée en droit des affaires. D'accord. Donc rien à voir avec... Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. Là, je suis surprise. Rien à voir avec ce que je fais maintenant. Mais on a l'impression que tu es un caméléon. C'est vrai, tu gravites dans... En fait, c'est des choses qui se rejoignent un petit peu. Oui. Parce que c'est toujours le droit. Tout à fait. Mais quand même, l'immobilier, ça n'a rien à voir avec la politique, ça n'a rien à voir avec la comédie, qui n'a rien à voir... Mais en même temps, je dirais que pour les jeunes qui peut-être nous écoutent, c'est évident que c'est très difficile de trouver sa voie tout de suite. Très difficile. Donc j'ai tâtonné pour enfin trouver la mienne. D'accord. Évidemment, elle se dessinait plus ou moins cette voie. Mais effectivement, j'ai bifurqué. Et puis chaque fois que je ne me sentais pas à ma place, j'ai changé. J'ai opté pour autre chose. C'est comme ça. Tu n'es jamais resté à un endroit où tu sentais que c'était pas pour toi. Exactement. Tu dirais que c'est une force de caractère? C'est parfaitement résumé. Tu dirais que c'est une force de caractère chez toi? On peut considérer que c'est une force de caractère, mais c'est ce que je conseille à mes clientes et aux jeunes actuellement. C'est-à-dire que quand vous sentez que vous n'êtes pas bien, que vous allez à reculons dans ce que vous avez finalement décidé de faire, il faut stopper, il faut se poser, il faut s'interroger. Oui, tout à fait. Voilà. Moi, je l'ai fait dernièrement pour une émission, donc je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc, tu es restée dans l'immobilier? Je suis restée pendant très longtemps dans l'immobilier. En fait, Donc, ça t'a plu? Alors, pas du tout. Alors, tu disais que tu restais pas quand quelque chose ne te plaisait pas. Oui, mais il faut du temps pour comprendre que ça ne nous plaît pas. On ne peut pas le savoir tout de suite parce que on est prise au piège dans l'engrenage de la vie, tu veux dire? Non, c'est pas ça. C'est qu'il y a une différence entre être partout et nulle part à la fois, et se poser des questions en disant il faut quand même continuer pour voir si c'est vraiment quelque chose qui ne te convient pas. Il ne faut pas lâcher tout de suite. D'accord. Ça, c'est pas possible. Par sécurité. Il ne faut pas lâcher parce que il faut être certaine de ce qu'on fait aussi. C'est-à-dire qu'il faut aller jusqu'au bout d'une démarche
pour enfin décider que ça ne va pas. Donc il faut quand même essayer et aller jusqu'au bout. C'est ce que je dis aussi à mon fils. On ne peut pas faire tout et finalement ne pas terminer. achever. D'accord. Ça, ce n'est pas possible. Donc c'est très différent. C'est deux choses différentes. Donc je suis restée assez longtemps dans le domaine de l'immobilier, mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans un premier temps, comme tout jeune avocat, Oui. j'étais collaboratrice dans un cabinet d'avocats. Est-ce que c'est facile d'être collaboratrice? Très compliqué. Crache un petit peu. Très compliqué parce que quand on est jeune, blonde et J'adore. voilà, et un petit peu, on va dire, mignonne, Oui. eh bien, on est très courtisé, mais ça, c'est pas grave. On suscite du désir. Voilà, on peut l'être, c'est pas le souci. Mais quand on vous, comment dire, quand on vous prend par la main et qu'on commence à évoquer des week-ends, des dîners, et que c'est votre maître de stage, C'est compliqué. là, Ça devient du harcèlement, c'est compliqué. Bien sûr. Et là, pour le coup, c'est du harcèlement, pas que psychologique, mais qui est aussi du harcèlement qu'on peut qualifier de sexuel. Ça arrive à plusieurs étudiantes, hein, même à beaucoup de stagiaires. Hein. Ça, il faut le dire. Hein. Ouais. Ça arrive fréquemment, ça. Mais ça arrive aussi aux jeunes avocates, encore aujourd'hui. Et ça a été le cas à l'époque. Donc c'est très difficile d'arriver à refuser tout en travaillant au quotidien avec le même maître de stage qui, la veille, vous a proposé ce genre de choses d'une manière assez pressante. Ouais, surtout qu'au bout du compte, à la fin, il ne doit pas être très content quand on refuse. Mais non, le rapport est totalement différent et faussé après tout. Oui, c'est clair. Donc, tu t'es dirigée après? Alors, je ne suis pas restée justement très longtemps collaboratrice. Je suis restée 4 ans, Oui. tout en changeant de cabinet d'ailleurs, pour ne pas Pour être là moins souvent. confrontée exactement Pour être là moins souvent. au même Déjà maline. Hein. au même maître de stage. Oui. Et ensuite, je me suis installée au bout de 4 années à mon compte, entre guillemets. Est-ce que la famille t'a un peu aidée ou est-ce que tu as eu le financement? C'est toi qui as tout fait tout seul? Non, D'accord. tout seul. Mes parents ont toujours estimé qu'ils nous avaient bien élevés, ils nous avaient donné la possibilité de faire des études. Il fallait se débrouiller. Et qu'à partir de là, on avait les cartes en main. D'accord. Voilà. Et c'est une bonne formule, d'ailleurs, je pense. Je n'ai peut-être pas reproduite correctement avec mon fils, mais en tout cas, je pense que c'était la bonne formule. Voilà. Donc, je me suis installée au bout de 4 années. J'avais créé au fur et à mesure une clientèle d'administrateurs de biens. D'accord. Donc, on reste dans l'immobilier. Tu t'es fait un portefeuille. Copropriété, absolument. D'accord. Et donc, j'ai travaillé d'arrache-pied avec cette clientèle. Et c'était finalement très abstrait. Je touchais pas vraiment l'humain, parce qu'en fait, je travaillais moins avec des institutionnels. Donc, ces syndics de copropriété, c'était des dossiers où il y avait, bien sûr, des vies humaines qui étaient en jeu, hein, parce que, comme tout, la copropriété aussi, c'est des trucs de voisinage. Oui, il y a beaucoup de disputes avec les copropriétés. Il y a beaucoup de choses. Mais moi, mon principal client, en fait, je n'avais affaire qu'au syndic de copropriété. Donc, qui lui-même avait beaucoup de distance par rapport à ces dossiers. J'étais déjà tout le temps dans la bagarre, déjà. J'étais déjà dans la bagarre, okay. Mais j'avais pas, et j'ai beaucoup souffert de ça, j'avais pas j'avais pas le même rôle qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis du côté lumineux, on va dire, de la force, c'est-à-dire que je suis... Bien mérité. Je sauve, oui. J'essaye de sauver en tout cas. Alors qu'à l'époque, j'avais commencé déjà comme avocate de l'office de HLM de la ville de Paris, et donc je faisais beaucoup d'expulsions.
Ah bon, d'accord. Donc, tu étais au sens J'étais, diamétralement mais opposé. j'étais une petite sorcière. Ok, alors, Et c'était très difficile à vivre. à vivre. D'accord. Très difficile, mais c'était mon rôle. Et en fait, j'acceptais pas ça. De la même Bah, manière, explique-nous justement vite fait, quand tu travailles, bah, ça peut être dans les impôts ou comment tu le vis quand tu rentres chez toi, quand tu sais que tu as expulsé ou quand tu as prélevé autant enfin, quand tu sais que tu as causé des problèmes à quelqu'un quand tu rentres chez toi, comment tu le vis? en fait, je le vivais mal, précisément. T'arrives pas à décrocher le côté professionnel? Si, ben, bien sûr que oui, puisque j'étais avocate. Donc, on sait bien qu'un avocat, son rôle, c'est de défendre les intérêts qui Ses peuvent clients, être, voilà, qui peuvent être du bon côté comme ou du du mauvais. mauvais On est côté. d'accord. D'accord. Donc, moi, j'ai été formée à travailler à la fois pour ceux qui finalement sont victimes, comme pour ceux qui peuvent occasionner justement un préjudice à ces victimes. Donc, j'ai été formée pour ce faire. En revanche, après, il y a ce qu'on est soi-même, À l'intérieur. avec sa conscience. D'accord. Et c'est vrai que ça ne me plaisait pas. Tu sais que là, tu réponds à pas mal de femmes sans le savoir. Tu sais qu'il y a pas mal de femmes victimes ou d'hommes victimes aussi, hein, qui se disent, mais comment, quand ils passent devant le JAF, hein, quand ils entendent les avocats de la partie adverse, se disent, mais comment est-ce qu'elle peut... Parce que bien souvent, ils mentent. Hein. Oui, Comment alors, une personne... oui, moi Tu viens de répondre, en fait. oui, mais moi j'ai l'habitude de dire aujourd'hui que les clients, les clientes choisissent leur avocat en fonction de ce qu'il est, parce qu'il faut qu'il leur ressemble. Ils le savent. J'ai tendance à dire aussi que les avocats, c'est un peu... alors, le terme n'est pas très beau, mais c'est comme les chiens de propriétaires. C'est-à-dire que, je ne sais pas si tu as remarqué, mais finalement, les chiens Tel maître, tel ressemblent. chien. Mais bien Voilà, sûr, c'est ce ils qu'on leur dit. Tel ressemblent. chien, tel maître, pardon. Mais quelque part, les avocats aussi ressemblent À à leurs leurs clients. clients. Ouais. Il n'y a pas de hasard. En revanche, ce que je tiens à dire, c'est vrai qu'un avocat, on est formé pour ce faire, peut défendre les intérêts des auteurs comme défendre les intérêts des victimes. Il y en a qui y arrivent, Oui, ce qui n'est pas mon cas. donc tu n'as pas pu. C'est pour ça que je dis à mes confrères, je ne fais pas le même métier que vous. D'accord, on est d'accord. J'ai voulu être alignée avec les valeurs qui sont les miennes. Les valeurs qui te représentent. Exactement. Pour toi, tu étais incapable de vivre avec ça. Je ne suis D'accord. pas capable de défendre des auteurs. Je ne suis pas capable. J'étais déjà très mal à l'aise quand je faisais Les expulsions. des expulsions. Et aussi, pareillement, pour les syndics de copropriété, il y avait aussi des copropriétaires qui ne payaient pas leurs charges. Et de la même manière, j'étais là pour faire en sorte qu'ils ne soient plus justement copropriétaires. Oui. Je n'ai jamais supporté d'être celle qui justement fait ce job-là. Et je ne me sentais pas bien avec ça. D'accord, ça te posait un problème de conscience. Exactement. Simplement. Donc tu t'es dirigée, tu as préféré défendre. Alors non, pas tout de suite. Alors vas-y, raconte. Pas tout de suite. Je me suis dit, bon, si tu n'arrives pas à faire ce métier comme on t'a appris à le faire, si tu n'arrives pas à prendre cette distance suffisante, il faut que tu changes de métier. Il faut que tu changes de métier. Je suis juriste. Oui. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On va voir si l'herbe est plus verte du côté de l'entreprise. D'accord. Et c'est comme ça que je suis devenue directrice juridique d'un gros groupe financier qui était une filiale. Ah, carrément, une filiale. Qui était une filiale d'une banque française qui a pignon sur... D'accord, bon, tu as pu voir toutes les magouilles. C'est effectivement... Donc ça t'a appris beaucoup de choses. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Oui. C'est-à-dire que j'ai pensé que dans le monde de l'entreprise, naïvement, encore une fois, j'allais être plus alignée avec mes valeurs. Alors que ce n'était pas le cas. Bah, c'était au-delà de ce que je pouvais imaginer. Donc, finalement, pire que... Bien pire. Voilà. Bien pire. Là encore, fight. À l'époque,
fédéré toute l'équipe pour qu'on puisse écrire à notre président Oui. pour qu'il puisse révoquer notre directeur. Déjà, tu as motivé tout le groupe. Exactement. Déjà, c'était encore un combat. C'était déjà et encore un combat contre celui qui ne respectait pas les règles. Voilà. Et donc, de là, tu t'es pas dit, je vais abandonner le droit. Tu n'avais pas eu un moment d'hésitation où tu t'es dit, c'est pas pour moi finalement? Non, alors évidemment, ils ont voulu quand même me garder. Oui. Mais j'ai refusé. J'ai refusé de rester parce que j'avais vu ce qui s'y passait. Et donc, je me suis dit, bon, ok, je vais me réinscrire au barreau. Oui. Au barreau de Paris. Mais je ne travaillerai plus dans le domaine du droit des affaires. Ce qui m'intéresse, c'est l'humain. Parce que toute cette violence, finalement, que je vois dans le monde du travail, dans les banques d'affaires, toute cette violence, elle vient à la base de l'humain et de ce qui se passe dans l'enfance et dans le huis clos familial. D'accord. Ça a été ma réflexion. Et donc, comment t'en es venue à penser ça? Comment tu t'es dit, finalement, tout ce que je vois autour de moi, ça vient du huis clos, ça vient de l'environnement familial? Est-ce que c'est parce que tu as discuté avec certaines personnes qui faisaient pas mal de choses qui étaient négatives et que tu as compris finalement que leurs problèmes venaient de là? Comment tu as déterminé que c'était lié à ça? Mais tout simplement parce que on ne devient pas agressif et violent par hasard. C'est un parcours de vie. Quand on voit un tout petit enfant, Oui. sa pureté, son empathie envers les autres petits-enfants, on se dit que l'éducation, le milieu, forcément, doit impacter. C'est cette réflexion, bien sûr, nourrie de plusieurs discussions que j'ai pu avoir avec des amis médecins, qui a fait que je me suis dirigée finalement d'une manière assez réfléchie, pour le coup, dans le domaine du droit de la famille, et que, m'étant réinscrite au barreau, j'ai postulé et opté pour devenir collaboratrice, puisque j'avais vendu ma clientèle d'administrateur de biens. D'accord. Donc j'ai recommencé en bas de l'échelle, on va dire. Mais tu avais quand même un petit pactole, tu as recommencé en bas de l'échelle? Non, du tout. Et donc j'ai recommencé, j'ai retroussé mes manches et j'ai accepté un poste de simple collaboratrice. C'était pas dur pour ton ego? J'avais un enfant petit. D'accord. Et je me suis, je crois, pas du tout écoutée par rapport à mon ego. Oui. En même temps, je savais, après ces différentes expériences, ce que je ne voulais pas, surtout. Je me suis dit, non, c'est pas grave. Tu recommences tout, tu recommences la copie. D'accord. Tu recommences ta copie, tu as fait fausse route. Reculer pour mieux sauter. Voilà. Donc, j'ai accepté ce poste. Je ne suis pas restée longtemps. Je ne suis pas restée longtemps du tout. Je suis restée 4 mois. Et pendant ces 4 mois, et avant de démissionner, j'ai rencontré celle qui allait devenir ma future ex-associée. D'accord. Qui, elle aussi, on était à un certain stade de son parcours de vie et qui souhaitait faire autre chose. Et nous sommes rencontrés, je me souviens, c'était au tribunal de commerce de Paris. Nous avons pris un café ensemble et nous avons refait le monde. Il y a eu un feeling, oui, tout simplement. On s'est retrouvés parce qu'on s'était connus dans ce fameux cabinet dans lequel j'ai eu ma première collaboration et on s'est retrouvés au détour d'un couloir du tribunal de commerce et on est allé prendre un café et là on a refait le monde et on s'est interrogé sur l'existence d'une toute nouvelle loi qui était la loi du 9 juillet 2010, une loi qui
érigé finalement en délit, c'était la première fois, les violences psychologiques perpétrées par un homme sur sa compagne. C'est-à-dire que pour la première fois, on avait une loi qui permettait aux femmes de renvoyer devant un tribunal correctionnel un homme qui avait violenté psychologiquement sa femme. Et c'était la première fois aussi avec cette loi qu'on parlait de l'ordonnance de protection. C'était la première fois. C'était en 2010. Et cette loi a été un déclic pour moi. Je me suis dit, mais enfin, Quelque chose. Une loi qui va nous permettre, à nous les femmes, de faire condamner ces hommes qui nous violentent dans le huis clos familial. Et puis aussi qui nous violentent dans le droit du travail, dans le monde professionnel. J'ai trouvé que c'était On sent qu'il y a du vécu. Hein. Oui. Il y a tout un parcours, on le sent. Oui. J'ai trouvé ça formidable. Et donc, on a échangé avec cette consoeur. Et elle-même m'a dit qu'elle avait rencontré une thérapeute qui recevait énormément de femmes qui victimes de violences psychologiques. Absolument. Victimes de violences psychologiques et pas que, de violences physiques également. Qui n'osaient pas porter plainte. Qui n'osaient pas porter plainte ou qui avaient porté plainte et pour lesquelles ça se passait très mal. Non, mais pour les violences psychologiques, les femmes, pendant longtemps, n'ont pas osé. Hein. Encore aujourd'hui. Oui, ben voilà, c'est pour ça que je... Encore aujourd'hui. Et les violences psychologiques, même s'il y a une loi, je suis là pour vous dire que c'est un parcours, c'est plus que de combattantes. Encore aujourd'hui, c'est très très difficile de faire condamner son compagnon pour violence psychologique. Et pourtant, la loi existe depuis 2010. Exactement. Ouais, c'est quelque chose. Et pour répondre à ta question, suite à cette conversation, on a travaillé d'arrache-pied dans ma cuisine. Ah, ça c'est chouette. le week-end, ouais. pour rechercher, faire une petite étude de marché sur l'éventualité de créer une cellule de secours juridique pour ces femmes victimes de violences physiques, psychologiques, sexuelles. Et on s'est aperçu qu'il n'existait pas de cabinet d'avocats spécialisé dans ce domaine. Mais du tout. Du tout. Et non, 2010. C'est fou. Non, non, parce que maintenant on a l'impression, mais c'est vrai que ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Et donc nous est venue l'idée, en réfléchissant, puisqu'on partait de zéro, comment faire connaître l'existence d'un tel cabinet. Tout le monde m'a dit, mais tu es complètement folle, c'est n'importe quoi cette idée, c'est n'importe quoi. Ces femmes, premièrement, tu veux monter un cabinet, mais il faut quand même que tu aies un enfant à charge, il faut quand même que tu vives. Ces femmes, elles ne te paieront jamais. Alors tout de suite, ça a été le problème. On a mis l'argent, finalement, le financement en avant. Complètement. Directement. Le financement en avant. Et en me disant encore une fois, tu fonces tête baissée, mais tu réfléchis qu'est-ce que tu as envie de faire. Tu ne réfléchis pas au fait que tu es mère de famille, qu'effectivement le côté financier a un impact. Et j'ai dit, mais non, alors déjà, je sais que ces femmes ont besoin de cette cellule de secours juridique. C'est comment dire, c'est viscéral pour moi de créer ce cabinet. Donc vous pourrez me dire tout ce que vous voudrez. Je sais que je vais le faire. Il le faut. Quoi qu'il en coûte. Je ne voudrais pas reprendre mes propos d'Emmanuel Macron. J'allais le dire. Oui, quoi qu'il en coûte. Mais quoi qu'il en coûte, à tout point de vue d'ailleurs, que ce soit sur le plan financier, que ce soit sur ma vie personnelle, parce que c'est extrêmement chronophage comme activité, Bien sûr. Et je le pressentais. Ça demande beaucoup d'énergie de toute façon. Complètement. Il faut une énergie folle, parce qu'il faut pouvoir en donner, parce que la majorité de ces femmes victimes en ont besoin. Et de toute façon, elles ont besoin d'une épaule. Voilà. En revanche, ce qu'il fallait aussi
comment dire, mettre en place, c'est comment, par quels moyens ces femmes allaient nous contacter. Et à l'époque, là aussi, les sites internet pour les avocats, c'était pas du tout comme aujourd'hui. C'était là encore un outil assez précurseur. C'est vrai qu'il faut penser à tout ça, Voilà. à l'époque. Et donc, on a imaginé effectivement qu'un site internet serait une forme de meurtrière par lesquelles ces femmes prisonnières du huis clos familial allaient pouvoir appeler au secours. D'accord. Et donc, on a créé ce site qu'on a mis en place. Et lorsqu'il a été mis en ligne, ce site internet, il a explosé. Ah ben, il a explosé. Il a explosé. Il a totalement explosé. Et pourtant, c'était le début. Hein, C'était tout le début, mais il y avait un tel besoin. Ça n'existait pas, tu viens de le dire. Ça n'existait pas. D'accord. Et en fait, tu t'es pas dit, à un moment donné, finalement, comment je vais faire? Je vais avoir plein de bâtons dans les roues. Qui va financer ces femmes? Non, ou alors tu avais déjà l'idée? Alors, très sincèrement, je ne me suis pas posé la question en ces termes. En fait, je fonctionne beaucoup par envie viscérale. C'est-à-dire que, après tout ce que je viens d'évoquer, j'ai appris qu'il fallait que je m'écoute. Tu te fais confiance, en fait. Qu'il fallait que je me fasse confiance et que quand je ressentais un besoin impérieux de faire, et que tout de même j'y avais réfléchi et que j'avais cerné l'existence d'un vrai besoin, j'y répondais. Je devais y répondre. Je ne posais pas de questions. Comment, avec quels moyens, tu t'es dit ça viendra quand ça viendra. Combien de temps? Non, il fallait que je réponde d'abord à ce besoin. Après, on verrait comment l'organiser. Ce cabinet, cette structure, c'était l'après. J'ai pas décidé comment avant, mais j'ai lancé l'idée pour répondre, à mon sens, à un besoin vital, c'est le terme. Et après, je savais que je saurais comment faire. Les tenants, les aboutissants, exactement. D'accord. Donc ça s'est passé vraiment dans cet ordre-là. Donc vous étiez 3 au final au début. On était 2. Donc et vous avez continué à 2 ou alors finalement Si, on a continué à 2 pendant très longtemps puisque c'était le cabinet BT, donc Bonadjou qui marchait bien. Tomasini, tout à fait, où nous avons eu quand même nos 2 grandes affaires qui ont été médiatisées et que nous avons plaidé à 2. Qui était d'une part l'affaire d'Alexandra Longe en 2012 et d'autre part l'affaire de Jacqueline Sauvage en 2016. Donc oui, c'est un cabinet qui a explosé. Qui a très bien fonctionné. Qui a très bien fonctionné. C'est une belle histoire. Tu as eu ces 2 affaires, excuse-moi de te couper, tu as eu ces 2 affaires parce que justement tu étais le seul cabinet ou parce que ces victimes voulaient que ça soit toi? Ou alors justement comme tu venais de fleurir et qu'il n'y avait pas beaucoup de concurrence, tu les as eus, alors ça a été un hasard? Après, on peut dire les 2 en général, c'est-à-dire qu'il y a eu ça sans doute, mais il n'y a pas eu que ça. Moi je crois que les choses n'arrivent pas par hasard. C'est-à-dire que ces affaires, on devait les avoir. Parce qu'en 2016, c'était pas 2012. Oui. 2016, l'affaire de Jacqueline Sauvage. C'était compliqué. Et puis, on parlait quand même un petit peu déjà des violences faites aux femmes. Pas tant que ça, parce que je pense que d'abord, MeToo, c'est après 2016, c'est après l'affaire de Jacqueline Sauvage. Pour moi, d'ailleurs, ces 2 affaires... Oui, Jacqueline Sauvage a soulevé plein de problèmes. Et le reste a enchaîné. Ça a été effet boule de neige, en fait. Ces 2 affaires, pour moi, sont des jalons dans la révolution qui est arrivée donc avec MeToo. Avec MeToo et le mouvement... Ça a encouragé les femmes à parler, tout simplement. Bien sûr. Ça a permis aux femmes de parler, ça a libéré, comme on dit, la parole des femmes victimes. Donc ces affaires, finalement, celle d'Alexandra Longe, nous est arrivée très vite, puisque le cabinet a été créé en 2011. Oui. Et on a eu très vite l'affaire d'Alexandra. D'accord. Très très vite.
Et c'est un peu ça, effectivement, qui a lancé le cabinet. Oui. Pourquoi ça a lancé le cabinet? Tout simplement parce que j'ai tout de suite eu le sentiment et on va dire la préscience que les violences conjugales, pour qu'on les jugule, il fallait que la société soit alertée, Qu'elle se rende compte. qu'elle se rende compte de ce que c'était. Mm. Et pour qu'elle s'en rende compte, la seule possibilité, c'était que les médias en On parlent. parle. Parce que il ne faut pas se cacher le fait que les médias, c'est un formidable vecteur Bien sûr. pour alerter dans les foyers le quidam, puisque ça rentre par les chaînes d'infos. Donc, j'ai pris mon téléphone. Oui. Et je connaissais, parce que bon, j'ai parlé du fait que j'avais voulu... Oui, les anciennes connaissances. Mais je ne connaissais pas, parce que évidemment, il y a eu un turnover depuis que j'avais Oui, commencé, tu n'étais pas etc. sûre qu'on allait être, Du tout. qu'on allait accepter ou... Et puis, j'y croyais pas moi-même. C'est-à-dire que je pensais que c'était quand même un milieu assez fermé où certains avocats avaient leurs entrées. Et à l'époque, en tant qu'avocate, j'étais absolument personne. Personne, pas connu, ok. Donc, j'ai décroché mon téléphone Oui. et j'ai appelé 7 à 8. Parce que c'était une émission que je suivais Oui. et je trouvais justement que les documentaires étaient intéressants tels qu'ils alertaient la société sur des problèmes cruciaux. C'est vrai que 7 à 8 a une manière de faire, une Oui. manière de mettre en place où on comprend plus facilement. Oui, et puis ça oui, humanise ça la chose. humanise. Il y avait donc des interviews parfois de victimes différentes, hein, pas forcément justement de violences conjugales. Et je me suis dit, et puis surtout, il y avait déjà des reportages sur des affaires judiciaires. Oui. Et il me semblait que c'était un média qui allait pouvoir nous aider à mettre en lumière cette affaire d'Alexandra, dont j'avais le sentiment que ça serait une affaire importante. Oui. D'instinct. Donc, voilà, d'instinct. Il faut vraiment écouter. Il faut se fier à son Absolument. instinct. Et donc j'ai appelé 7 à 8, je leur ai parlé de l'affaire, tout simplement. J'ai insisté en leur disant je pense que cette affaire est très importante et qu'elle va être emblématique. Je sais parfois être convaincante. Quand il le faut. Et ils m'ont dit banco, on vous envoie une équipe et on va même demander l'autorisation à la cour de pouvoir filmer. Ça l'a fait un peu à l'américaine. L'audience. Ça a fait un peu à l'américaine. Complètement. Ouais. C'était nouveau encore une fois. Complètement. Et ils ont eu cette chance inouïe d'obtenir l'autorisation et de la présidente de la cour d'assises et de l'avocat général qui était à l'époque Luc Fregnault, Oui. que l'on connaît et qui était déjà très sensibilisé Sur les violences faites aux femmes. Oui, à la lutte contre les violences faites aux femmes. Et ceci a du sens parce que ça aurait été finalement un autre avocat général, il n'aurait peut-être pas eu l'autorisation de filmer et on n'aurait pas forcément eu cet écho formidable. Oui, et puis ce visuel. Extraordinaire. Le témoignage d'Alexandra Lange à la barre, c'est un vrai moment d'anthologie. Impressionnant, oui. C'est extraordinaire. On a le sentiment que c'est pas la vraie vie, que c'est pas la réalité, que c'est un film. Ce n'est tout simplement pas possible. En fait. Voilà. Elle avait été magistrale. Elle avait convaincu la totalité des jurés. Est-ce que tu l'avais briefé ou est-ce que c'était vraiment instinctif, c'était vraiment sa manière d'être? Alors, je te cache pas. Oui, vas-y, crache. Et je ne vous cache rien à vous, auditrices et auditeurs. En réalité, il y a eu un moment compliqué. Voilà. Où la présidente, on se parle entre avocat et magistrat, il n'y a pas de difficulté. La magistrate est venue nous dire là, si votre cliente elle parle pas,
si elle ne dit pas sa vérité, parce que justement Alexandra Lange n'arrivait pas à parler. Et la présidente nous a dit, là, si elle ne parle pas... T'as un poids là, puis en plus la timidité, enfin il y a une espèce de gêne. C'est pas que de la gêne, c'est une cour d'assises, c'est d'une violence inouïe pour les victimes. Il faut le dire, ça. C'est extrêmement compliqué, mais au-delà de ça, on révèle l'intime, c'est compliqué. L'intime, on reparle de faits désagréables, extrêmement éprouvants, pour la majorité des victimes, ça les paralyse. Oui. Elles n'arrivent plus elles ont une peur bleue, tout simplement. Elles n'arrivent plus à s'exprimer. Et elles revivent, en plus, les scènes d'atrocité. Tout à fait. Donc, elles n'arrivaient pas à s'exprimer. Et la présidente nous a dit, là, si elle ne le fait pas, c'est un tournant de l'audience. Fini. Les jurés ne vont rien comprendre. Elle a tué un homme. Il faut qu'elle s'exprime. Si elle n'explique pas comment ça s'est passé, pourquoi ça s'est passé comme ça, elle sera condamnée. Donc, là, c'est... nous, on a peur. Oui. Et on la prend à part. Et on lui dit, Alexandra, là, c'est qui tout double. Mais on ne peut pas continuer comme ça. Donc, c'était la fin de l'audience. Le lendemain, il y avait l'interrogatoire de l'accusé. Donc, on lui parle, on la rassure et on lui dit qu'il faut qu'elle réfléchisse à ce qu'elle va dire demain, mais que c'est elle qui va tenir sa propre vie, son propre destin entre ses mains. Et elle a parfaitement compris les enjeux parce qu'elle avait aussi 4 enfants. D'accord. Et on a appuyé aussi là-dessus en lui disant, si tu ne le fais pas pour toi, il faut que tu le fasses pour tes enfants parce que tes enfants, ils n'ont qu'une seule maman. Et tu l'as encouragée. Voilà. Et on avait très peur. On retenait notre souffle et elle a été extraordinaire. Le lendemain, en fait. Le lendemain. Elle a pris la nuit pour réfléchir et puis le lendemain, c'était une autre personne à la barre. Elle était incroyable. Elle a affronté ses démons. Elle a absolument, elle a tout affronté une fois de plus, parce que sa vie, ça a été un perpétuel affrontement avec son bourreau, mais une fois de plus, elle a été plus qu'à la hauteur. Elle a été incroyable. C'est important ce que tu dis, parce que je vais parler d'autre chose. Les femmes, quand elles vont au commissariat, sans que ça soit de grandes histoires, juste pour porter plainte, souvent, quand elles doivent expliquer, non mais c'est très important ce que tu viens de dire là, qu'elles doivent s'exprimer devant une personne assermentée, elles perdent tous leurs moyens. Bien souvent, elles sont fragilisées au plus haut point. Et justement, ces personnes assermentées ne comprennent pas, mais c'est tout simplement parce qu'elles revivent, elles ont, comme tu viens de dire, elles ont toutes les scènes, elles revivent l'impact, la souffrance, et elles se trouvent devant une autorité et quelque part un peu déstabilisées, et en même temps, elles ont la culpabilité. Et ça rejoint tout à fait ce que tu dis, c'est la même chose durant les audiences, à un niveau supérieur. Bien sûr, mais c'est ce que je dis à toutes mes clientes dans tous les dossiers. Vous êtes fortes, vous êtes incroyablement fortes. Ce que vous avez enduré pendant ces mois, ces années, démontre que vous avez une force incroyable. Donc là, on ne baisse pas les bras, on ne baisse pas la tête, on y va, et effectivement, si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour vos enfants. C'est fondamental. Et c'est exactement le même discours qu'on a tenu à Alexandra, et elle a été incroyable. On a eu la grande chance, il faut le dire, d'avoir Luc Frémiot qui a pris des réquisitions d'acquittement, qui quelque part nous a un peu volé notre plaidoirie au passage. Ça a été compliqué de parler après lui, après l'avocat général. Au moins tu le reconnais. Oui, bien sûr, parce que c'est quand même aussi, c'est un théâtre, une cour d'assises. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, la comédie t'a servi aussi à ça, à te mettre en scène au tribunal et à mettre les choses en avant, les bonnes choses en avant. C'est ça. Oui. Au bénéfice de quelqu'un d'autre que toi-même, là pour le coup. Donc oui, ça a été difficile de reprendre la parole,
Mais on était aussi un peu porté et galvanisé parce qu'on savait, mais c'est pas toujours le cas, mais on savait qu'on avait de grandes chances. Lorsqu'on a un avocat général qui requiert l'acquittement, on Oui. savait qu'on avait de grandes chances de l'obtenir. Donc ça nous a aussi porté. Ça a été incroyable. Ça a été une affaire incroyable, puisque c'était notre première grosse affaire. Et tu dirais que c'est suite à ça que tu as eu celle de Jacqueline Sauvage? Parce que Ah tu oui, as ça- réussi ah celle-ci, oui, mais en fait. ça a participé, puisque précisément, nous sommes intervenus dans l'affaire de Jacqueline Sauvage en appel. D'accord. Et qu'en première instance, les médias nous avaient contactés en tant que spécialistes précisément des violences faites aux femmes et des féminicides, et aussi du fait qu'on avait déjà défendu une femme qui avait tué son compagnon. D'accord. Et donc, elle venait, Jacqueline Sauvage, d'être condamnée à 10 années de détention. Et les médias nous ont appelés pour nous demander si on trouvait que ce verdict était cohérent. Oui, il y avait un déchaînement médiatique déjà à l'époque. Bien Hein. sûr. Mais rien à voir avec ce qu'il y a eu Oui, après, par la suite. Donc, on vient vers toi pour l'affaire Jacqueline Sauvage, tout de suite, pour l'appel. Tu dis quoi? Tu hésites, tu dis oui, tu dis non? Non, en fait, ça a Tu été venais d'avoir une victoire. Voilà, Donc, mais non, c'était bien plus tard, puisque c'était 4 ans plus tard, hein, l'affaire de Jacqueline Sauvage. Donc, c'était pas juste après l'affaire d'Alexandra Lange. D'accord. Mais ça a été un peu plus compliqué que ça. En fait, ce sont les filles de Jacqueline Sauvage qui nous ont contactés Oui. après nous avoir vus effectivement intervenir dans les médias. D'accord. Et là, on a dit oui tout de suite. D'accord, il n'y a pas eu d'hésitation. Non. Non, pourquoi Parce qu'elles nous ont raconté les faits. Elles nous ont expliqué la vie de violence De leur mère. constante de leur mère. Elles nous ont raconté leurs propres sévices, les viols qu'elles avaient subis et les agressions Oui, ça c'était sexuelles, incroyable. D'ailleurs, on le voit dans le film, hein, oui, c'est de incroyable. la part de leur père. Et là encore, je me suis dit effectivement que si dans l'affaire d'Alexandra Lange, nous étions dans le cadre de la définition de la légitime défense telle qu'elle existe, tel qu'il existe dans le code pénal français, en revanche, il y avait peut-être quelque chose à faire dans le cadre de l'affaire de Jacqueline Sauvage pour évoquer le fait que cette définition de la légitime défense était beaucoup trop archaïque et restrictive s'agissant des femmes qui avaient vécu des violences pendant plusieurs années. Physiques, psychologiques, sexuelles. Oui. Et que les critères habituels qui doivent être réunis, à savoir le critère de concomitance et le critère de proportionnalité, ne pouvaient pas décemment être demandés lorsque une femme tue son compagnon violent pour ne pas mourir. Et en plus, dans le dos. Je sais que ça a été beaucoup, ça a Oui, été beaucoup bien sûr, mais c'est justement relayé. l'effet de cette affaire qui permettait de réfléchir au fait qu'une femme qui a vécu des violences pendant tant d'années. C'est pour ça que j'appuyais tout à l'heure sur les violences psychologiques, parce que Oui. cette affaire a démontré, noir sur blanc, hein, a démontré que justement, après avoir vécu autant de violences psychologiques, jusqu'à la fin, elle n'était pas capable de le tuer de face. C'est-à-dire qu'il l'effrayait tellement qu'elle a attendu qu'il ait le dos tourné et que c'est là, elle s'est dit, c'est maintenant ou jamais. Mais voilà, Ça a résumé le tout. Mais tu as parfaitement compris ce qui se passe dans la tête d'une femme qui a été violentée pendant tant d'années. C'est que ce qu'on appelle la proportionnalité de la riposte, de la défense, ne peut pas exister. Non. Parce qu'il n'y a pas de rapport proportionnel entre une victime et son bourreau, par définition. Déjà, il faut savoir que la légitime défense, à l'époque, le texte a été rédigé et devait s'appliquer à des hommes, à un rapport entre hommes qui avaient la même corpulence. D'accord. Donc rien à voir
avec le rapport entre une femme victime et Tout à fait. effectivement celui qui la violente. Donc le critère de proportionnalité ne peut pas s'appliquer. Je dirais même que quand elle prend une arme, c'est là où le rapport devient proportionnel. Tout à fait. Et tu as joué dessus de toute façon. Bien sûr, ça a été l'argument. Ouais. Et quant à la concomitance de l'acte d'attaque et de l'acte de défense, on a démontré dans le cadre de l'affaire de Jacqueline Sauvage que finalement ça s'était joué à très peu de temps d'intervalle, puisqu'elle-même avait été agressée Oui. par Norbert Marot à l'époque. Et d'ailleurs, on avait un certificat médical dans le dossier qui démontrait qu'effectivement, elle avait été agressée, qu'il lui avait arraché sa chaîne du cou, D'accord. qu'elle avait la lèvre qui était fondue, etc. Et donc, effectivement, elle a réagi pas dans le même temps, mais dans les minutes qui suivaient. Or, la loi et la jurisprudence est assez Complexe là-dessus. Alors que c'était le temps de la réflexion, le temps de... Il n'y avait même pas de réflexion. C'était... ouais. Il n'y avait même pas de réflexion. On parle de minutes. Est-ce qu'une femme qui vient d'être fracassée, elle réfléchit? Non, Elle est plus en état de en fait, réfléchir. c'est même le temps de retrouver son état d'esprit, je dirais même, de toute façon. Mais elle l'a pas. Parce que c'est ce qui s'est passé également avec Valérie Bacot. Oui. Et on va y arriver, puisque c'est la troisième affaire emblématique que j'ai pu plaider. Valérie Bacot, là, j'ai pas plaidé la légitime défense. Et pourquoi? Parce qu'elle n'était pas en état de légitime défense. Parce qu'elle n'avait pas été agressée ce jour-là. C'est elle qui avait saisi. Et c'est ce qui est extraordinaire dans ce dossier, c'est que elle aurait dit qu'elle avait été violentée, agressée juste avant de saisir l'arme. Parfait. On pouvait plaider la légitime défense. Mais Valérie Bacot est une femme d'une authenticité, d'une vérité incroyable. Elle a dit les choses telles que... Et elle a dit ce qui s'était passé réellement. Elle a dit, il me frappait tous les jours. Et ce jour-là, il m'a obligée à faire une passe sordide. Mais il m'a hurlé dessus. Il a été monstrueux, mais il ne m'a pas frappé. Et donc, il y avait eu quand même l'affaire Sauvage, où on avait été extrêmement décrié sur le principe de la légitime défense. Oui, il y avait eu des pour et des contre. Hein, et effectivement, là à l'époque, on avait au moins une agression caractérisée. Oui. Là, on n'avait rien. On n'avait ni le critère de proportionnalité, ni l'agression. Donc on était encore plus éloigné de la définition de la légitime défense que l'on était éloigné à l'époque de l'affaire Sauvage. Et pourtant, on comprenait totalement l'état d'esprit de cette femme. Oui, mais ça n'existe pas en droit. Oui. C'est ça la complexité, effectivement. Donc en revanche, j'ai réfléchi sur d'autres causes d'irresponsabilité pénale et j'avais travaillé dans le même temps avec Valérie Boyer, sénatrice, sur une proposition de loi visant l'abolition du discernement de ces femmes battues pendant des années qui sont victimes d'un syndrome de femmes battues. D'accord. Et donc je me suis dit, aujourd'hui mon combat, il va s'axer non pas sur une redéfinition de la légitime défense, mais sur la compréhension que doivent avoir les jurés, la société, de ce qui se passe dans la tête d'une femme qui n'a d'autre choix à un moment donné que de tuer précisément pour ne pas mourir. Et en fait, elles n'ont plus de libre arbitre. Elles ne savent pas ce qu'elles font. C'est un trop-plein qui explose. C'est ce qu'on appelle l'explosion de la mémoire traumatique. Oui. Une accumulation d'événements. Et c'est ce que j'ai plaidé dans l'affaire Bacot. À savoir, cette passe sordide avec laquelle elle a été meurtrie dans sa chair, parce qu'elle avait du sang entre les jambes, tout simplement. Elle avait été agressée durant ce rapport. C'était un acte de sodomie épouvantable qu'elle avait refusé. En réalité, elle a été violée, tout simplement. Bah oui. Bon, clairement.
Donc ce viol, le fait que elle avait la veille entendu son mari et père de sa fille évoquer à sa fille le fait que finalement, avec quelques mots, mais qui avaient du sens, avec des mots qui laissaient présager que cet homme avait l'intention De faire la même à sa fille. de la prostituer comme il la prostituait elle-même. Tout cela, plus toutes ces années de violence, a fait qu'à un moment donné, sans même qu'elle raisonne, elle a pris cette arme, qui était une arme défensive, et la tire. Pour se libérer. Après, Pour- c'est pas perçu comme ça par beaucoup, mais Pour ce- c'est une bah, libération d'une certaine façon. Oui, mais je dirais que les mots ont une importance. Je dirais qu'elle n'a pas voulu déjà vouloir, elle ne pouvait pas vouloir puisqu'elle en était Elle n'était pas en état. incapable. Elle n'était pas en état. Je pense simplement qu'elle a pensé à tout ce que je viens de vous dire et qu'il y a eu un déclic, mais c'est totalement psychologique et psychiatrique. À un moment donné, elle passe à l'acte, mais elle ne réfléchit pas à ce qu'elle fait. Et puis ce qui est fait, est fait. Et de toute façon, elle n'a jamais rien fait pour elle, Valérie Bacot. Oui, on le voit, hein, durant le reportage, il y a eu, Voilà. on voit qu'elle n'a fait que subir Elle a eu peur, je crois, elle a eu vraiment peur pour sa que fille. ce qu'elle était en train de ressentir, ce viol par cet homme, par ce client, elle a eu vraiment peur que sa fille, à un moment donné, Aussi un fait la jour, même chose. soit à sa place. Et du coup, tu dirais que c'est quoi finalement le point commun de toutes ces affaires? La fragilité des victimes? Non, non, c'est pas la fragilité des victimes. C'est pas la fragilité des victimes. Le point commun, c'est un fil rouge. En fait, c'est trois affaires qui démontrent à la fois l'absence de conscience au départ de la société dans son ensemble de ce qui se passe dans les huis clos familiales. Mais dans les huis clos familiaux, familiales, je ne sais plus comment on dit, c'est pas grave, mais on voit bien qu'il y a un fil rouge, mais un cheminement, c'est-à-dire il y a une progression. On voit que dans l'affaire d'Alexandra Lange, finalement, on a une application de la loi telle qu'elle existe, des textes de loi tels qu'ils existent, donc de la légitime défense. En même temps, ce qui est fort, c'est que c'est exceptionnel et c'est la première fois qu'une femme qui tue un homme, qui tue son mari, est acquittée. Oui. Donc déjà, dans l'inconscient collectif, accepter qu'une femme... Ça a été dur. Qu'une femme meurtrière de son homme... Non mais oui, on en a beaucoup entendu parler. C'est déjà énorme. C'est déjà énorme. Après, vous avez l'affaire de Jacqueline Sauvage. Jacqueline Sauvage, on voit qu'il y a un bras de fer entre l'institution judiciaire qui dit 2 fois condamnée à 10 années. C'est sûr et c'est certain qu'elle doit rester en détention. Elle a tué un homme, entre guillemets, de sang-froid. Dans le dos. Dans le dos, de sang-froid. Légitime défense, différée, ça n'existe pas en droit français. Et on voit là la société civile, le cœur de la société civile, progressivement, des militantes, des féministes, qui gagnent. C'est ça, c'est là où je te Voilà, qui gagnent les comédiens, qui gagnent les politiques, et qui atteignent le sommet de l'État, le président de la République. Et là, on voit que la société civile, et c'est grâce à la société civile, un impact, que le président va gracier à 2 reprises Jacqueline Sauvage contre le pouvoir judiciaire. C'est une première. C'est une première, mais on voit qu'il y a une évolution. Parce que Alexandra Lange, bon, on la quitte
mais on reste dans les textes de loi, Mhm. tout va bien, mais c'est quand même un premier Là, il y a pas. une déviance totale. Là, on voit que là, la société civile, elle se rebelle, elle dit non, ça c'est pas possible, cette femme-là, elle ne doit pas rester en détention, Oui, et le président, qui quelque part est le chef de chef cette, de l'État, oui. de cette société civile, il dit bah, écoutez, messieurs les juges, vous avez jugé, mais moi je juge en équité que cette femme ne doit pas rester en prison. Donc elle est graciée. Donc ça, c'est la deuxième étape. Tapage, ça fait du bruit. Voilà. Troisième étape, Valérie Bacot en juin 2021. Qu'est-ce qui se passe là? Valérie Bacot, elle est libérée par une cour de justice française. Elle est libérée alors qu'elle est condamnée, mais libérée Bah, énorme boucan aussi médiatique. alors qu'elle a tué un homme. Là aussi, hein, un déchaînement Et médiatique. donc là, on voit bien la progression, parce que là, c'est une cour de justice qui prend la décision de la libérer. Bien sûr. Donc on voit, malgré tout, qu'il y a une progression qui est très très lente. On est en 2021. On était en 2012 pour Alexandra Lange. Donc ça fait 10 ans. Une avancée. Ouais. Mais c'est à petits pas. À petits pas. Et ça, ce sont de grandes affaires emblématiques. Mais pour des petites affaires, par exemple, comme celle de M. Jean-Jacques Bertin que j'ai reçu ici dans Crash son venin, pour sa fille, Laura Bertin. Ouais, Laura Bertin. Est-ce que tu penses que le verdict, en fait, est égal à ce qui s'est passé, en fait? Et conforme. Ouais, conforme. Et conforme. Est-ce que tu penses... moi, il y a une question, en fait, il y a un truc que je ne comprenais pas, c'est comment on peut commettre un féminicide sans avoir l'intention de le commettre, en fait. Je voudrais que tu m'expliques, je n'ai pas compris. Alors, je ne sais pas si beaucoup d'auditeurs sont comme moi, mais moi qui n'ai pas fait de droit, Oui. comment c'est possible? Alors, en fait, il y a une jurisprudence qui existe, qui estime qu'à partir du moment où la victime ne meurt pas sur le coup, mais décède quelques heures après, l'intention homicide n'est pas caractérisée. Et pourtant, c'est un féminicide, puisqu'elle est morte. Oui, mais la qualification qui a été retenue, c'est celle de violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Ce que je trouve absolument scandaleux, parce qu'il a été démontré au cours du procès qu'elle n'avait aucune chance de survie et que la violence des coups était telle qu'elle n'aurait pas pu survivre. Mais simplement que l'auteur, en l'occurrence son compagnon, ne pouvait pas ignorer qu'il était en train de lui donner la mort. Donc l'absence d'intention homicide... Tu veux dire que les coups, l'impact des coups était tellement intense... Il y a eu 78 lésions. Ah oui, non, on ne peut pas dire qu'il ne voulait pas lui donner la mort. C'est ça. Alors, après, il y a une autre réflexion qui est faite par les magistrats. C'est que quand on renvoie pour homicide devant une cour d'assises, pour féminicide, la question de l'intention homicide, elle est toujours posée. Et parfois, les avocats de la défense peuvent obtenir un acquittement si, pour le coup, ils arrivent à démontrer qu'il n'y avait pas forcément d'intention homicide. Donc, pour prévenir tout acquittement éventuel, les magistrats, en l'occurrence le magistrat instructeur, le juge d'instruction, préfèrent renvoyer, en ayant la certitude que l'homme sera condamné, sur une qualification qui est moindre. Mais ça encore, je trouve ça scandaleux. C'est exactement pareil que quand on requalifie un viol en agression sexuelle et qu'on renvoie devant un tribunal correctionnel où on est sûr que, entre guillemets, l'homme va être condamné et qu'on évite finalement de renvoyer devant une cour d'assises pour viol
parce qu'on se dit que peut-être, Il va échapper à exactement. la condamnation. Mais encore une fois... Mais du coup, il prend moins d'années. Mais voilà, parce que le quantum des peines n'est pas le même. Et c'est horrible. Et pour les familles et pour la victime, c'est un scandale absolu. Et ça risque d'être changé ou ça restera tout le temps comme ça? Ou alors des personnes se battent pour que ça change? Justement, le problème est que, à mon sens, il y a encore beaucoup de dossiers qui reçoivent cette qualification, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de féminicides qui finalement ne sont pas renvoyés comme tels devant une cour d'assises, mais qui sont requalifiés en violence volontaire, ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Et pourquoi sous-qualifier un acte aussi sous-qualifier ces actes terribles envers les femmes, comme on sous-qualifie les viols en agression sexuelle. Donc, vous voyez bien que, en fait, on ne le saura jamais parce qu'il n'y a pas vraiment de statistiques. Oui. Parce qu'on ne les veut pas, ces statistiques. Mais la réalité, elle est là. Alors, on vous dit de l'autre côté, du côté des magistrats, oui, mais comme ça, vous êtes sûr qu'il est condamné. Oui, mais... Ça ne suffit pas, dans certains cas. Perpétuité, c'est pas 20 ans. D'accord. Surtout qu'ils ne font pas 20 ans. Il y a des remises de peine. Bien sûr. D'accord. Donc c'est complexe pour la famille quand même. C'est terrible, c'est même pas complexe, c'est inacceptable. Et c'est bien pour ça que c'est très compliqué pour les familles des victimes et les victimes d'accepter les condamnations de ces hommes. Parce que ces condamnations ne seront jamais à la hauteur de la gravité de leurs actes. Est-ce que c'est pas aussi un peu une manière, enfin, est-ce que ça incite pas les gens à vouloir se rendre justice eux-mêmes? Je dis pas qu'il faut le faire, hein, mais je dis qu'on peut aussi comprendre certaines personnes qui ont envie de se rendre justice eux-mêmes quand on entend ce genre de choses. Alors, je dirais pas... humainement, je dis pas que c'est bien, je dis pas que ça doit se faire. Non, je comprends la colère. Je comprends la colère, je comprends le ressentiment. Je comprends que les familles de victimes et les victimes, quand il y a des tentatives de féminicide, en prennent effectivement, elles, pour perpétuité, et c'est ce que je plaide, alors que de l'autre côté, la perpétuité réelle, elle n'existe pas. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense qu'il est nécessaire qu'on radicalise l'ensemble des condamnations à l'encontre des auteurs de violences conjugales, intrafamiliales et les auteurs de féminicide. Et est-ce qu'à ton niveau, tu penses qu'il y a une réelle prise de conscience par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui dans la société au niveau de la justice? Non, mais... ou est-ce que c'est encore tabou? Non, soyons clairs, je pense qu'il y a une prise de conscience de la société. Oui. C'est une chose. Et sur le terrain? Mais très sincèrement, je vais dire les choses telles que je les pense, il n'y a pas de volonté politique. Pas de volonté politique? Non. Oui, Arnaud Gallet est venu aussi ici il y a 2 semaines et il disait la même chose, il n'y a pas de volonté politique. Non. Non, parce qu'il y a... Comment on peut l'expliquer, ça, en fait Parce que nous sommes dans une société qui est dominante, plus que dominante, patriarcale, et que les hommes ont le pouvoir. Je ne vois pas pourquoi il faudrait que ça change. Mais à partir du moment où il y a certains faits, dans certaines affaires, par exemple, il y a des faits qui sont concrets, qui sont prouvés, il y a des certificats médicaux. Comment ça se fait que même là, la plupart du temps, les affaires sont classées? Les affaires sont classées parce que d'abord, il y a un manque d'effectifs. Donc, les gendarmes et les officiers de police judiciaire ne peuvent pas suivre toutes les affaires. Donc, s'il manque certains éléments ou s'il n'y a pas une clarté suffisante, on préfère classer tout simplement. Parce que c'est plus facile. Et il y a trop de dossiers, il n'y a pas assez d'effectifs. Mais est-ce que c'est parce que c'est plus facile finalement de classer? Bien sûr. D'accord. Donc, encore une fois, ça rejoint le manque de volonté politique. Tu parlais du manque d'effectifs aussi. Oui, mais alors on va communiquer là-dessus. Pourtant, il y a de la com qui est faite depuis 2018. C'est ce que je suis en train de dire. On va communiquer. Alors la communication, elle est pas parfaite, mais elle est importante. En revanche, sur le terrain, c'est pas ça. En fait, on se contente sur le terrain d'éponger. Bon, le terme n'est pas très heureux, mais c'est un peu
C'est un peu ça. Par dépit. Non, c'est simplement qu'on étouffe et on éponge. Et on se dit que, bon, bah voilà, ok, vous voyez comme c'est bien, on n'en a jamais autant parlé. C'est la première fois qu'un gouvernement fait autant. Non, 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 non. Ils n'ont pas le choix, simplement. Oui, parce qu'il y a eu les réseaux, il y a eu une Parce que déferlante c'est la parole des victimes qui, pour le coup... qui a été relayée. Mais bien sûr. Et qui a alerté et qui a dit ça suffit. L'opinion publique. Voilà. Et c'est pour ça qu'ils se sont emparés de ce sujet. Mais c'est pas une volonté. Parce qu'on l'a vu, c'était le projet du quinquennat, de l'ancien quinquennat de M. Macron. Exactement. Et ça, alors, on va voir ce que ça va donner dans les 5 ans qui arrivent. Ah bah il en a parlé pendant 90 secondes quand même. Voilà. Alors on y est. Moi, je suis assez anxieuse de savoir... De qui va s'entourer? De qui va s'entourer, ça c'est évident. C'est évident. Parce que si on a la rebelote des nominations qu'on a eues à l'intérieur et à invraisemblable. La justice, on saura très exactement comment on va être mangé, entre guillemets. Est-ce que c'est pas effrayant pour toi, pour la suite, de ne pas savoir, justement? On va savoir assez vite, hein, de toute façon. Donc ça clairement, j'espère qu'il aura appris de ses erreurs, notre président. Je pense Surtout qu'il y a eu féminicide sur féminicide. Oui, là, actuellement... il y a eu les présidentielles, hein, on en a moins parlé, mais il y a eu féminicide sur féminicide. C'est terrible, oui. C'est terrible. On va en parler tout à l'heure dans la partie information un là, petit peu. C'est une multiplication de ces actes terribles de ces hommes sur leurs compagnes. Moi, personnellement, je me dis, mais... Qui a été alors moi, je vais insister là-dessus. Hein. La com est responsable. Entre autres de tout ce qui s'est passé ces derniers temps. Il y a énormément de com qui disaient qu'il fallait partir dès la première gifle. On l'a vu hein, durant les Grenelles. Oui, mais on est plus, on est arrivé à un stade où ces conseils-là ne sont plus suffisants. Qui n'ont pas été bénéfiques parce qu'il n'y avait pas de lieu. Mais, les promesses n'avaient pas été tenues. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'on est là, on est dans un cas d'urgence absolue. Mais plus qu'absolue. On est véritablement dans des cas d'urgence absolue, dans un cas, c'est-à-dire les violences conjugales intrafamiliales. Aujourd'hui, c'est l'urgence absolue, c'est pas la priorité. Qui, de surcroît, n'était pas une priorité. Ah oui, là, c'est... C'est l'urgence absolue de ce nouveau quinquennat. C'est-à-dire que ça doit venir presque avant toute autre option. Bien sûr, parce qu'on voit qu'il y a une répercussion, qu'il y a des suicides d'enfants, que ça rejaillit sur la société, mais complètement. Et je dirais que j'ai parlé tout à l'heure de radicalisation des sanctions. C'est une chose. Mais on doit prendre la mesure de la dangerosité de ces hommes violents envers les femmes. Aujourd'hui, on pense que des violences conjugales, c'est dans le huis clos. Bien souvent, aujourd'hui, il y a une inversion au niveau des victimes. On a l'impression que c'est la victime qui est acculée et c'est le coupable qui est pratiquement pris en charge et soigné. Bien sûr. C'est illogique. Hein. C'est totalement illogique. Et puis, je crois que c'est primordial aujourd'hui, et comme tu le disais, de comprendre la multiplicité des impacts sur les différents secteurs de la société. Sur la jeunesse. Sur effectivement, la justice, parce que évidemment, si on ne jugule pas ce fléau-là, il va ça y avoir, explose. Ça explose. Quand on sait que au niveau du dépôt de plainte, au niveau des affaires, il n'y a pas que la justice. Il y a tout le système médical, la prise en charge de ces victimes. Complexe. Extrêmement complexe. Tout y passe. Il y a aussi les enfants. Bah oui. Les enfants orphelins, de père ou de mère ou des deux. Bien sûr. Donc ça a un coût. Ça a un coût. Et tant qu'on n'aura pas à minima ce milliard... Ça surcharge aussi les foyers d'accueil qui, on sait, sont déjà pleins et pour lesquels il y a aussi énormément de problèmes, comme nous disait Eliès Loufoque. Oui.
Mais encore une fois, le nerf de la guerre, c'est, ça reste le financier. Et tant qu'on n'aura pas ce milliard-là dont je parlais, on n'y arrivera pas. Et ça, c'est vraiment primordial. C'est primordial. On sait combien coûte à terme, chaque année, ce fléau-là. Ben, ça laisse beaucoup de trauma déjà. Beaucoup de trauma et une jeunesse déphasée. Mais autant 398 000 enfants qui vivent dans des foyers, dans des couples où il y a des violences intrafamiliales. C'est des futurs adultes un peu ou violents. Bien sûr, parce que bon, on n'a pas parlé effectivement de ces schémas, ces scénarios de reproduction victimes de ces enfants qui ont été impactés par les violences conjugales qu'ils ont vécues. Bien sûr, on reproduit, et ces enfants, il y a deux possibilités. Soit effectivement, il peut y avoir de la résilience, mais dans de nombreux cas, ils reproduisent. Mais bien sûr, et ils deviennent et violents dans le cadre familial avec et à l'extérieur, mais également à l'extérieur. C'est ce qui engendre aussi tout ce qui se passe autour des écoles, hein. Le harcèlement, la violence sur le net. C'est un déchaînement, un déchaînement. C'est une cause à effet en fait. C'est un effet boule de neige. Totalement. Ça rejaillit partout, à traiter d'urgence vraiment. J'espère que M. Macron... oui, absolue, tout à fait. Et je voulais parler un peu du domaine financier. Pas mal de femmes ont du mal à... c'est vrai que les avocats, ça coûte cher. Il y a les bonnes avocates comme toi. Tout le monde ne peut pas faire appel à toi. Et c'est normal, tu es une bonne avocate. Alors, en même temps, j'essaye aujourd'hui de faire des consultations pro bono. Ah, il y en a. D'accord. On essaye, on l'a mis en place une première fois, donc depuis cette année. Parce que ce n'est pas tous les avocats, tous les avocats qui font ça. Non. Donc là, on a mis des permanences pro bono en place tous les mois maintenant. Donc, il y en a eu le mois dernier, il va y en avoir ce mois-ci également, au mois de mai. Je dis ça parce que c'est un budget, surtout que beaucoup de femmes, surtout on sait qu'elles n'ont pas les moyens. Pour l'instant, ce sont des consultations pro bono, mais maintenant, les dossiers, effectivement, qui sont des dossiers lourds et chronophages, où j'ai une équipe qui travaille, qui est formée, etc., c'est vrai qu'on demande des honoraires qui parfois sont conséquents. Donc, le cabinet essaye, dans la mesure du possible, d'accorder aussi des délais de paiement, mais c'est vrai que toutes les victimes... on accorde des délais de paiement. Oui, mais c'est vrai aussi que toutes les victimes ne peuvent pas assumer ces frais. Alors, et qu'est-ce qui se passe, moi, c'est une question comme une autre, quand une victime est victime et qu'elle ne peut pas assumer ses frais, par exemple, et qu'elle a un cas énorme de violence et qu'elle a besoin d'être défendue. Comment ça se passe, en fait? Alors, il existe ce qu'on appelle l'aide juridictionnelle. L'aide juridictionnelle, il y a deux niveaux d'aide juridictionnelle. Il y a l'aide juridictionnelle dite totale et l'aide juridictionnelle dite partielle. Ça dépend du montant des revenus. D'accord. Et est-ce qu'avec l'aide juridictionnelle, on peut bénéficier d'un bon avocat ou est-ce que c'est pris sur le tas, par hasard? Je ne sais pas, je ne connais pas trop. Que répondre à cette question? Je pense que là, c'est une histoire de chance. C'est une histoire de chance. Voilà. Tu craches. Tu as bien répondu. Non, mais je cherchais à comprendre. Il y a des bons comme de moins bons confrères. Et qu'est-ce que tu conseillerais à une personne en fait, qui se rend compte qu'elle est tombée, par exemple, sur un mauvais avocat? De changer, ou est-ce que c'est dangereux de changer, ou est-ce que... non, pas du tout. C'est absolument pas dangereux de changer d'avocat. Est-ce qu'on peut prendre une affaire et lui donner à un autre avocat? Bien sûr. Ça, c'est pas du tout... c'est pas dangereux, c'est pas compliqué. Il faut surtout pas persévérer quand il n'y a plus de lien de confiance avec son avocat. D'accord, ok. Ça, c'est très clair. C'est la pire des choses. Donc, tu dirais que la première chose, c'est un point de confiance. C'est fondamental. D'accord. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que je ne fais pas le même métier que mes confrères. C'est que ce lien de confiance, je le tisse petit à petit. Il faut savoir que ces femmes qui ont été violentées dans le huis clos, elles n'ont plus du tout confiance en personne. Elles n'ont plus confiance, bien évidemment, en l'homme, mais elles n'ont plus confiance en l'être humain. Donc, pour avoir confiance en son avocat, il va falloir que moi, j'arrive à les apprivoiser de nouveau. Et donc, la confiance, c'est un travail de longue haleine. Au-delà
de la confiance qui doit nécessairement exister dans toutes les affaires avec son conseil. Là, c'est fondamental. S'il n'y a pas la confiance avec l'avocat, C'est pas la peine. c'est pas la peine. Dans ce type de dossier, c'est pas la peine. On va passer à la partie information. On va parler un peu d'information. On a vu que c'était la victoire de M. Macron. Alors, Jean-Luc Mélenchon aurait dit c'est une victoire qui n'en est pas vraiment une. Alors moi, je voudrais savoir pour toi, cela signifie quoi? Alors, À ton avis, tu donnes ton avis. Hein. oui, je vais donner mon avis. C'est compliqué dans le domaine d'activité qui est le mien, d'avoir eu comment dire, un soulagement à l'annonce de la victoire d'Emmanuel Macron. Je ne peux pas dire que de la même façon que mes amis, j'ai été soulagée d'apprendre qu'Emmanuel Macron allait officier 50 plus. Non, ce n'est pas possible, puisque moi, j'ai été très déçue De son entourage. par ce quinquennat. Très déçue parce que j'avais de fous espoirs. Je me suis dit, parce que j'ai écouté les annonces qui avaient été faites en début de quinquennat et j'y ai cru. Encore une fois, c'était un peu un conte de fées qu'on nous racontait et qu'on nous proposait. Enfin, on allait nous donner les moyens. Enfin, c'était une priorité. La lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants, c'était la priorité du quinquennat. Et puis, dans les faits, je me suis aperçue, en qualité d'avocate, Oui. que j'avais toujours les mains liées, que le système C'était du était pareil toujours au le même. même, et que les femmes mouraient encore Tous les 2 jours. tous les 2 jours et demi, et que ça ne changeait pas. Et que chaque fois qu'on évoquait justement ces féminicides, en disant mais qu'est-ce que vous avez fait? Vous voyez bien, et on pointait du doigt les dysfonctionnements, et on disait oui, bon, ça arrive, de toute façon, vous savez, quoi qu'on fasse, les féminicides, ça existera toujours. On peut dire que vous étiez muselée? Non. J'ai jamais été muselée et je ne le serai jamais. D'accord, on a essayé. Non. J'avoue aussi que on a quand même cette chance, il faut aussi le dire, dans cette démocratie, de pouvoir effectivement pointer du doigt ce qui ne va pas, dire ce qu'on en pense. En revanche, faire changer les choses, c'est autrement plus difficile. Quand on est dans un système, on peut dire que ce système n'est pas le bon, qu'il faut le changer, mais on n'a pas le pouvoir. Bien sûr. On n'a pas le pouvoir de le faire changer. Il faut une réelle volonté. Il faut que ça parte de cette volonté politique. Et quand tu as vu de qui c'était entouré, on sait qu'il y a eu M. Darmanin qui a eu pas mal de problèmes, M. Dupond-Moretti aussi. Ton avis dessus, juste court et bref. Tout simplement, c'était totalement en femmes. incohérence avec ce qui avait été justement souligné, à savoir la lutte contre les violences faites aux femmes sera la volonté première de ce gouvernement, et patatrac. Beaucoup de femmes ont vu ça comme un pied de nez. Bah, bien sûr. Bah, c'est pas qu'on l'a vu comme un pied de nez. Mais il n'y a pas eu que ça aussi pour sa dernière campagne, quand il a dit « nous tous », pour rassembler nous tous. Il y a eu des associations qui se sont plaintes parce qu'en fait, il a repris un slogan féministe. Alors, on a eu l'impression aussi que c'était un petit peu... un pied de nez. Voilà, un pied de nez. Donc, on a l'impression qu'on se demande, quelque part, s'il ne joue pas avec les femmes. Bah, il joue... c'est un joueur, quand même, notre président. Un farceur. C'est un peu un farceur. Par moments, je suis d'accord avec toi. Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de cynisme dans ses attitudes, dans cette ironie
potentiellement. On peut se poser la question, en tout cas ça interroge, mais j'irai pas m'interroger simplement sur peut-être ce qu'il a voulu dire, ce qu'il n'a pas dit. Moi, je constate, je suis dans la constatation et dans la consternation. D'accord, la consternation. Okay. C'est un grand mot, effectivement. Je suis dans la consternation. Et j'avoue très franchement que très souvent, j'ai été démotivée parce que je me suis dit finalement... Est-ce que ça sert à quelque chose? Exactement. À quoi bon? À quoi bon? À quoi bon se lever tous les matins pour aller combattre alors que on ne t'entend pas, on ne te donne pas les réels moyens d'agir et de sauver des vies. Comme si c'était pas primordial. Comme si finalement ça allait passer en perte parce que ces pertes-là, on n'y peut rien et que c'est dans la nature humaine. Oui. Et que, somme toute, ça existera toujours. Et ça, je ne peux pas l'accepter. Mais bien sûr, si on avait accepté, il n'y aurait pas eu des changements, il n'y aurait pas eu... Mais bien sûr. Tout serait toujours resté moi, pareil. Aujourd'hui, je me bats pour qu'un jour, j'espère, mes arrière petites filles, parce que je sais que ça sera extrêmement long, vivent dans un monde où les femmes auront les mêmes droits que les hommes et où il n'y aura plus de féminicide. Oui, j'y crois. Justement, le 13 avril, il y a eu un féminicide à Lyon. Un homme a tué sa femme et sa fille de 10 ans à coups de couteau, puis a été de lui-même se rendre à la police. Alors, je parle de ça parce que le 20 avril, un père a été déchu de son autorité parentale pour avoir violenté sa femme devant sa fille. Il a écopé de 11 mois avec sursis et d'un suivi obligatoire, d'un suivi psychologique obligatoire. Alors, ma question, est-ce que c'est dû à la précédente affaire? Est-ce que le fait qu'il y ait une médiatisation, qu'il y avait eu ce drame à Lyon, ouais, voilà, peut-être 2-3 jours avant, et que ça a suivi, est-ce que ça n'a pas justement fait apparaître une certaine compassion au niveau de cette justice? Parce que c'est très rare. La déchéance de l'autorité parentale? C'est assez rare. Oui, c'est assez rare. C'est malheureusement assez rare, dirais-je. Comme tu le sais, je l'ai obtenu dans l'affaire de Laura Rapp. Oui, voilà, c'est pour ça, c'est rare. C'est rarissime. Et puis un combat, Laura Rapp. C'est très rare. Alors que là, il n'y a pas eu de combat. Oui, mais j'entends. Mais après, encore une fois, il y a des magistrats qui sont aussi très sensibilisés aux violences conjugales. Donc, en fait, la justice, c'est vrai que la justice est humaine et reste humaine. C'est-à-dire que l'actualité, bien sûr, a un rôle. Ouais, voilà, je me disais, est-ce que c'est pas l'impact? En fait, quand ils ont vu ça, ils se sont dit, mince, il a tué quand même sa femme et sa gamine de 10 ans. Et 2 jours plus tard, il y avait cette affaire. Complètement. Mais on va pas se cacher que l'actualité joue un rôle mais c'est ce qui est triste, dans les verdicts et les décisions de justice. Ça voudrait dire, alors moi je parle de ça parce que ça voudrait dire que je crache, qu'il faut attendre un drame pour réagir. Mais dans quel monde on vit? Enfin, c'est là, c'est illogique. De toute façon, c'est tout à fait le constat qu'on peut faire et qu'on a pu faire pendant ces 5 ans. Chaque fois qu'il y a eu un féminicide, il y a eu une actualité, il y a eu des débats sur les chaînes d'infos, et puis après, on est passé à autre chose. Tout à fait. Donc, c'est toujours ce qui se passe. Et je dois dire qu'on parle davantage des féminicides quand des forces de l'ordre sont mises en danger. C'est ce que j'allais te dire. Là, par exemple, pour le viol, j'allais reparler du viol qui a eu lieu en 2014, l'affaire 36 quai des Orfèvres, ou le viol de Émilie Spanton. Oui, tout à fait. Où Antoine Ouérin et Nicolas Redouane ont été relaxés. Acquittés. Innocentés. Acquittés, absolument. Acquittés. Alors qu'en 2019, ils avaient été condamnés à 7 ans. Tout à fait. Alors, ils ont été acquittés par la Cour d'appel du Val-de-Marne. C'est ça. Ils ont été acquittés en appel. Comment ça s'explique, ça aussi?
Alors, moi, je trouve ça extrêmement choquant. Alors, il y a eu des applaudissements en même temps à ça. Ça a été épouvantable. Je veux ton avis. Pour moi, c'est un véritable scandale. Déjà, des applaudissements dans une cour d'assises. Il y avait des personnes assermentées. Hein. Alors que la victime est présente, c'est d'une violence inouïe. Et des applaudissements dans une cour d'assises, ça ne se fait pas. Donc, il y a eu des applaudissements, voyez-vous. Je parle aux auditeurs. Oui. Il y a eu des applaudissements dans la cour d'assises lorsque le verdict de libération de Valérie Bacot a été prononcé. Mais là, attendez, excusez-moi. Des applaudissements alors qu'une victime de viol est dans la salle. Elle est partie en pleurs. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire d'autre ? 8 ans de combat. Elle est partie en pleurs. Alors, là-dessus, j'ai pu quand même lire quelques informations sur ce dossier. On a reproché, encore une fois, et j'ai réagi sur mes réseaux sociaux, on a reproché à cette victime, d'une part, d'avoir eu une tenue sexy. On lui a reproché d'avoir un passé douteux, en fait, c'est une jeune femme qui a pu avoir des événements traumatiques dans sa vie et donc qui était en état de dépression. On a pu lui reprocher d'avoir été alcoolisée ce soir-là. Pour autant, de 7 ans passés à un acquittement. Non, mais en même temps, on a le droit de s'habiller de manière sexy, d'accord ? On a le droit d'être fragile, dépressive et de boire un verre. Ou même 10, hein, et de ne pas vouloir se faire violer. Voilà. C'est là où je veux en venir. Et même lorsqu'elle a accepté de visiter cet endroit mythique qu'est le 36. Pour rappeler que c'était une étrangère. Hein, c'était une étrangère. C'était une étrangère, c'est pour ça qu'elle a accepté d'aller visiter. Elle était seule. Ils étaient plusieurs. Ils étaient 2. Non, ils étaient plus que ça. D'accord. Ils étaient plus que ça. Elle a accepté en toute confiance. Oui, c'était un viol en réunion, effectivement. Non, mais elle a accepté en toute confiance. Ce sont quand même, ils détiennent une autorité d'officier de police judiciaire. Ils sont assermentés. Ils sont non seulement assermentés, mais ils représentent la loi et la sécurité par définition. Tout à fait. Donc, elle est tombée dans un traquenard. Et tapant. Je trouve ça innommable. Après, c'est le jeu, c'est-à-dire que effectivement, des auteurs peuvent être condamnés en première instance et acquittés en appel. On en parlait tout à l'heure. Parce que il faut savoir que dans ce domaine des violences conjugales ou des viols, des violences faites aux femmes d'une manière générale, le doute profite à l'accusé. Bien sûr. Et s'il y a doute, c'est fini. Ici, il y a une catégorie. Alors, je vois que le temps défile. La catégorie des thématiques TB. Alors, est-ce que tu te considères, toi, en tant que personne, plus bobo branché, bobo bohème, banlieusarde, bourgeoise ou bof? On dit que c'est pour les gens qui aiment la terre. C'est difficile de répondre à cette question. Je dirais, en toute honnêteté, plutôt bourgeoise. Plutôt bourgeoise, en toute honnêteté. Je vais faire ta dédicace. Nathalie Tomasini. Tel le feu, tu pétilles pour faire frémir tous ceux qui méprisent et dénigrent les plus fragiles. Tu broies tes adversaires, car pour toi, le combat est sans foi ni loi. Tu as appris à ne pas baisser la tête, telle une panthère, tu regardes, tu guettes le moindre faux pas, et saisis la faille pour gagner chaque combat. Quand tu es dans l'arène, plus rien ne te freine. Telle une tornade, tu balaies toute chose inacceptable. Un côté pile, tu compatis à la souffrance des victimes. Un côté face pour récolter les lauriers des victoires bien méritées. Tu ne laisses personne de marbre, tu déranges par ton expérience et ta connaissance. Beaucoup aimeraient te mépriser, mais personne n'a réussi, même pas Monsieur Dupond-Moretti. Donc, qui mieux que toi pour faire changer les lois? Qui mieux que toi pour ouvrir les yeux de cette société qui sait, mais refuse de regarder la réalité? Tel un ange, tu éveilles les consciences. Et pour cela,
Merci, Madame Tomasini. Oh, merci, Lydie. Magnifique. Merci, merci. Non, mais c'est vrai, tu t'es confrontée à pas mal de gens haut placés. Quand on te voit arriver, on dit voilà la furie. Hein. Voilà la furie. Tant mieux, tant mieux. Et moi, j'ai pris ce temps parce que je voulais avoir ta réaction là-dessus. Qu'est-ce que ça fait de savoir que quand on arrive, on n'attire pas que la sympathie? J'ai une grande habitude de cela. Depuis justement mon enfance. Parce que je suis différente. D'accord. Tout à l'heure, j'ai répondu à cette question. Tu es quoi? Plutôt bobo, plutôt bourgeoise? En fait, non. J'ai dit ça parce qu'en apparence... tu remplis une case. En apparence, on est obligé de remplir une case. Je suis bourgeoise, mais justement, je suis contre toutes les conventions. J'espère pouvoir justement conseiller à toutes les femmes d'être ce qu'elles sont au plus profond d'elles-mêmes et de se moquer du qu'en dira-t-on, des règles, des conventions et parfois même des lois. Et parfois même des lois. Et c'est toi qui le précises en plus. Je le précise puisque justement je veux réécrire certains textes de loi. Donc quelque part aussi... Tu veux changer les choses. Voilà. Ça te tient à cœur. C'est fondamental pour moi parce que le changement, c'est l'évolution. Et tu as vu qu'on en avait besoin? Ces dernières années t'ont démontré que c'était... Je n'ai pas à le dire, c'est une évidence. Qu'est-ce que tu penses de Marie Taramel, la députée Alors, je trouve que c'est une femme courageuse, perspicace, et j'espère qu'elle sera de nouveau députée, dont le nouveau gouvernement Macron, puisqu'il va y avoir les législatives prochainement. Parce qu'effectivement, j'ai un peu médit sur notre président, mais j'attends de voir. Et en revanche, dans l'équipe de tous, il y a des femmes et des hommes de valeur. Et Marie Tamarel en fait partie. Elle a réuni plus de 100 personnes pour changer certaines lois par rapport à avec l'autorité parentale. Avec son livre blanc et en voulant et en proposant un statut autonome pour l'enfant victime. Pour défendre l'enfant victime avec un avocat, si on peut dire privé, c'est ça, à part. Pour les enfants. C'est-à-dire exister en tant que victime par lui-même, indépendamment de sa mère ou son père. Et c'est l'une des premières à avoir fait ça. C'est fondamental. Ouais. Alors, est-ce que tu as aimé ton crash ton venin? J'ai adoré. Tu reviendras? J'ai peut-être pas suffisamment craché la prochaine fois. On a encore quelques minutes, tu peux encore cracher. Alors, qu'est-ce que tu craches? Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui te méprisent, en fait? Parce que il y a une aminosité, quand on parle de toi, je te le garantis. J'ai été un peu étonnée lorsque, justement, tu me l'as dit. Ah oui, j'ai été un peu étonnée parce que... ils te le disent peut-être pas en face. Alors, je pense que, premièrement, ils ne me connaissent pas réellement. Tu penses que c'est juste d'apparence? Je pense que j'ai une image qui dérange, qui est femme forte. Oui, et puis qui est contradictoire. C'est-à-dire que je suis féministe avant tout, mais Est-ce que tu le revendiques? Je le revendique, je l'assume. Être féministe, c'est vouloir une égalité des droits, homme-femme, femme-homme. Mais je reste avant tout féminine. Donc ça peut aussi ne pas plaire. Est-ce que tu dirais que tu es un paradoxe, finalement? Oui, je pense.